Bonjour, bienvenue, c'est la 4e saison des podcasts Comprendre le monde et petite innovation cette année, elles sont aussi filmées, vous pouvez les entendre et les regarder en même temps. Ma première invitée c'est Sylvie Berman, bonjour Sylvie. Bonjour Pascal. Vous êtes diplomate, vous avez été en poste plusieurs fois à Moscou et Pékin et Hong Kong avant d'être ambassadrice en Chine, à Londres, à Moscou et puis vous étiez auparavant occupée. Vous étiez à la direction des Nations Unies et également à la politique de sécurité commune européenne. Donc un parcours assez complet. Est-ce qu'on dit toujours qu'il y a un plafond de verre? Est-ce que c'est difficile pour une femme d'être ambassadeur ou ambassadrice? Alors je pense que quand je suis rentrée au Quai d'Orsay, c'était pratiquement impossible, sinon peut-être dans un petit pays, les choses ont quand même beaucoup évolué. La société a évolué en même temps et ça a conduit aussi le président de la République, le ministre, à être beaucoup plus volontariste. Et il y a aujourd'hui des femmes ambassadeurs, également dans les grands postes. J'ai été la première. J'étais la première quand j'ai été nommée à Pékin. Mais aujourd'hui, il y a des femmes ambassadeurs ou ambassadrices à Londres de nouveau, à Berlin, à Mexico, à l'OTAN, etc. Donc je pense que d'une certaine manière, le plafond de verre est brisé maintenant. Ça ne veut pas dire que c'est facile pour autant, mais la situation a quand même sérieusement changé. Alors diplomate, c'est un métier particulier qui n'est pas très connu, qui nourrit beaucoup de fantasmes. On voit très souvent la caricature de l'ambassadeur, toujours entre deux réceptions. Est-ce que ce type de cliché vous agace ? Oh, c'est un petit peu agaçant, mais bon, on a l'habitude, mais je crois qu'on a le souci justement de démontrer que c'est tout à fait autre chose et qu'on a en plus aujourd'hui, beaucoup plus qu'il y a 40 ans quand je suis entrée au Quai d'Orsay, un métier qui est un métier multiforme puisque il y a évidemment tout ce qui est la relation diplomatique, mais il y a également la diplomatie économique, la diplomatie culturelle. Et je crois que ce qui est important dans un pays, c'est qu'un ambassadeur ait le visage et la voix de la France, en l'occurrence. Et c'est important même dans des pays européens, parce qu'on a tendance à considérer que les chefs d'État, les ministres se parlent directement au téléphone, mais une relation, c'est une relation quotidienne, c'est une influence quotidienne avec les étudiants, les opinions publiques, avec les universités bien sûr, les radios, télévisions. J'ai beaucoup été à la BBC quand j'étais à Londres et je crois que ça fait partie effectivement du métier de l'ambassadeur, de faire connaître notre pays. Alors il y a bien sûr tout ce qui est analyse pour aide à la décision à Paris, mais il y a tout un aspect qu'on ne voit pas nécessairement et qui ne passe pas par les petits fours ou pas uniquement par. Est-ce qu'entre le début de votre carrière, vous n'étiez bien sûr pas ambassadrice au départ, mais vous voyez un peu ce qui se passe dans les postes, est-ce que vous pensez que la dimension économique, la dimension également contact et immersion dans la société civile a augmenté par rapport au début de votre carrière ? Ça a véritablement augmenté, en tout cas dans les pays que j'ai bien connus, qui étaient l'Union soviétique d'abord, et puis et la Chine, parce qu'à l'époque, il y avait une communauté diplomatique et les diplomates se recevaient entre eux. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Vous n'avez pas le temps de voir vos autres collègues. Simplement occasionnellement, et vous voyez surtout la société civile, des responsables économiques, des universitaires, des chercheurs, à Pékin et à Moscou également. Alors vous avez vu dans vos derniers postes de destination particulière, Moscou et Pékin, dans des pays avec lesquels parfois les relations sont compliquées. On dit souvent quand même que la diplomatie c'est fait pour rapprocher les points de vue, notamment avec les pays dans lesquels on n'est pas d'accord. Il y a beaucoup de gens qui estiment notamment qu'on devrait prendre des distances, aussi bien avec la Russie qu'avec la Chine, puisqu'ils ne correspondent pas à notre système démocratique. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation ? Oui, je pense que c'est effectivement le rôle du diplomate de créer des liens et d'avoir une véritable connaissance des pays dans lesquels il est accrédité. Alors, il faut parler avec tout le monde, de toute évidence. Il y a 193 pays
aux Nations Unies et il y a peu de démocratie dans ces pays. Donc ce serait absurde de se limiter à des pays dont on considère qu'ils ont plus ou moins le même système que le nôtre. Par ailleurs, pour les pays que vous évoquez, que ce soit la Russie ou la Chine, ce sont des pays qui ont un rôle très important dans le monde. Pour la Chine, c'est une puissance géoéconomique, donc elle a un rôle économique, elle a un rôle diplomatique, politique également, parce qu'elle est membre permanent du Conseil de sécurité, on a un dialogue stratégique, donc on ne peut pas ne pas parler à la Chine, ça n'aurait absolument aucun sens. Et de la même manière pour la Russie, qui est aussi un pays important en Europe, qui est notre plus grand voisin. Et même si nous avons des divergences, et peut-être même en particulier parce que nous avons des divergences, il est important de se parler. Récemment, le ministre chinois des Affaires étrangères est venu à Paris. Il a été reçu par le président de la République et le fait que le président le reçoive et ait une photo où il souriait face au ministre a été considéré comme étant quelque chose qui était une sorte d'approbation tacite des violations des droits de l'homme dans ce pays. Qu'est-ce que vous pensez des critiques qui ont été faites ? Vous êtes dégagé du devoir de réserve, donc vous pouvez parler librement. Est-ce que vous pensez que le président Macron a eu tort de recevoir le ministre, voire a eu tort de sourire sur une photo où il était avec lui ? Bien sûr, il a raison de recevoir le ministre des Affaires étrangères chinois, qui est d'ailleurs un proche de Xi Jinping, donc c'est important parce que c'est un relais. Je pense qu'il a évoqué également les préoccupations que nous pouvions avoir sur certains dossiers relatifs aux droits de l'homme, mais on ne peut pas limiter non plus la relation à cela. Il est important de coopérer avec la Chine en matière de protection de l'environnement, et la Chine a joué un rôle plutôt positif depuis la COP21, mais il y a d'autres domaines auxquels on pense peut-être un peu moins, qui sont l'aide qui peut être apportée à l'Afrique. Parce que l'Afrique est dans une situation qui est difficile. Il y a des problèmes d'immigration dans nos pays, en Europe, et je crois que la contribution chinoise au développement de l'Afrique est très importante. Donc c'est des sujets, de toute façon, qui doivent être évoqués avec les Chinois, et pas seulement la question des droits de l'homme. Et puis évidemment, il y a la crise sanitaire, les vaccins. La Chine travaille également sur des vaccins, a décidé que ça serait un bien commun. Donc oui, il faut parler aux Chinois. Et puis en général, quand on reçoit quelqu'un, on lui sourit, on est aimable. Vous avez étudié à l'INALCO, vous avez fait plusieurs séjours au cours de votre carrière en Chine, aux alentours. Est-ce que vous pensez que les Français ont une information assez ample et satisfaisante ? Bref, est-ce que l'image qu'on a de la Chine en France correspond à la réalité que vous connaissez ? Le problème, c'est que souvent, on se focalise sur un certain nombre de sujets qui sont évidemment importants. La question des Ouïghours ou la loi sur la sécurité à Hong Kong, bien sûr que c'est important et que ça pose problème. Mais sur le reste, souvent, les gens sont ignorants de ce qui se passe en Chine. On vit beaucoup de clichés, on est très influencé également par les Américains. Or, Trump s'est lancé délibérément dans une guerre froide avec les Chinois sur le plan commercial, sur le plan technologique, mais invoquant également des questions de sécurité. Or, nous n'avons pas à faire la croisade des Américains contre les Chinois. Les Américains les considèrent comme des rivaux stratégiques. Ce ne sont peut-être pas pour l'Europe ou pour la France un rival stratégique. Mais on entend beaucoup l'alliance des démocraties, la nécessité que les démocraties s'unissent, et on entend souvent dans les commentaires, oui, certes, Trump est un peu curieux, mais les États-Unis sont une démocratie, les pays européens également, donc nous devons tenir debout ensemble par rapport à la dictature chinoise. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument que l'on entend très souvent ? Je crois que la France, comme l'Union européenne, doit avoir son autonomie d'analyse et des décisions, et que nous ne pouvons pas suivre aveuglément un pays, d'autant plus que Trump, comme messager
la démocratie n'est pas nécessairement convaincant. Il est quand même en train de dire qu'il ne respectera pas nécessairement le résultat des élections. Donc ce n'est pas la définition générale de la démocratie. Et encore une fois, ces pays autoritaires, ils ont un rôle sur la scène internationale et nous ne pouvons pas simplement les ignorer, dire qu'on n'est pas d'accord. Mais quand on n'est pas d'accord, de toute façon, il faut en parler. Parce que si vous n'en parlez pas, ils se renfermeront sur leur position. Et si on prend le cas des sanctions contre la Russie, d'abord, bon, évidemment, il y a eu des conséquences sur le plan économique pour nous, notamment dans le domaine agroalimentaire, puisque les Russes ont développé ce secteur et deviennent maintenant exportateurs et concurrents, et que même l'ambassadeur américain à Moscou, à l'époque où j'étais, John Huntsman, quand il est rentré à Washington, a publié un article pour dire que ces sanctions étaient contre-productives. Donc je crois qu'on ne peut pas fonctionner avec un pays en accumulant les sanctions. Il y en a près de 1000 sanctions américaines contre la Russie aujourd'hui. Et le résultat, c'est que la population a plutôt tendance à resserrer les rangs derrière son dirigeant parce que, comme la plupart des peuples, ils sont nationalistes. Justement, en Chine, qu'est-ce qui vous paraît être le moteur du pouvoir chinois? Est-ce que c'est le communisme ou le nationalisme ou le capitalisme par le biais de la réussite économique? Je crois que le premier moteur, c'est effectivement le nationalisme, c'est la renaissance de la grande nation chinoise. C'est un système qu'on dit socialiste aux couleurs de la Chine, ce qui veut dire qu'il y a une dialectique assez souple et que, en fait, les Chinois ont un modèle un petit peu sui generis. C'est du capitalisme, on parle de l'entreprise Chine. Et finalement, Xi Jinping est à la tête de cette entreprise. Le communisme, je pense qu'il y a une confusion, parce qu'il y a effectivement un parti communiste. Alors, les Chinois avaient réfléchi à un moment pour savoir s'ils devaient changer le nom de ce parti, puisqu'il n'était plus communiste. Et puis finalement, pour des raisons historiques, il a été décidé de conserver le nom. Mais au-delà d'un certain jargon, parfois, la Chine n'est pas du tout communiste, n'a pas d'objectif communiste. Le parti, c'est un parti léniniste en fait, c'est-à-dire c'est à la fois une stratégie de conquête et de maintien au pouvoir. C'est un parti unique effectivement, mais la Chine n'est pas communiste et n'a pas d'objectif communiste. Et la Russie ne l'est plus depuis maintenant 30 ans. Et est-ce que l'on peut faire une comparaison? Qu'est-ce qui est comparable dans les régimes chinois et russes? Et qu'est-ce qui les différencie, au-delà de la réussite économique évidente pour la Chine et plus problématique pour la Russie? D'abord, ce qui les rassemble, c'est le fait que ce sont deux grands empires continentaux et qui, effectivement, ont eu pendant des décennies un régime communiste, un régime soviétique en réalité, régime soviétique qui perdure en Russie aujourd'hui dans les instances gouvernementales, pas dans la société civile bien sûr, et qui a beaucoup influencé la Chine. Et moi, ça m'a d'autant plus frappé que j'ai été entre-temps ambassadeur à Londres. À Londres, on traite tout par téléphone, on appelle les ministres par leur prénom. Bon, en Chine, en Russie, il faut plusieurs notes verbales et les rencontres sont beaucoup plus formelles. Donc ça a été maintenu. La Chine est un pays aujourd'hui qui est effectivement capitaliste, qui a une grande réussite économique et qui a étudié la chute de l'Union soviétique et qui, pour elle, est justement ce qui doit être évité à tout prix. Donc c'est la raison pour laquelle il y a des méfiances pour tout ce qui peut être réforme. Et la référence à l'ancien régime et la révolution de Tocqueville, que le vice-président actuel de la Chine a fait lire à tout le monde en son temps, qui dit que le moment le plus dangereux, le plus sensible, dans un régime absolutiste, c'est quand on commence les réformes. Donc les Chinois ont décidé de libéraliser l'économie, mais de maintenir la structure du parti. Les Russes n'ont
et ont connu une période quand même extrêmement difficile pendant que Yeltsin était au pouvoir, avec une dissolution de l'État, même dans la société civile, c'était pratiquement le Far West, c'était extrêmement dangereux en matière de sécurité. Maintenant, il y a la stabilité, mais il n'y a pas le même dynamisme économique qu'en Chine. Cela étant, j'ai regardé les projections de la Banque mondiale et du FMI pour, avant c'était 2030, c'est 2024 aujourd'hui. La Russie sera sixième en termes de PNB. Bon, la Chine sera première. Le Canada, l'Italie, l'Espagne sortiront, donc aussi des membres du G7, alors que monteront l'Inde, l'Indonésie, mais en tout cas, et que reculeront le Royaume-Uni, la France, à la 9e et à la 10e place. Donc le monde est quand même en train de basculer, et il faut en tenir compte. Est-ce que vous pensez que par rapport à ces deux pays, on peut faire une comparaison, les Européens sont trop suivistes par rapport aux États-Unis et ont du mal à déterminer une politique russe, une politique chinoise? Est-ce que l'on a une politique européenne ou est-ce que l'on vient un petit peu dupliquer les positions de rivalité des États-Unis, tant avec Moscou qu'avec Pékin? Alors je crois que malheureusement l'Union européenne a du mal à avoir une politique autonome. Elle l'avait jusqu'à présent vis-à-vis de la Chine, même si ce n'était pas une politique très, très élaborée. C'est plus compliqué vis-à-vis de la Russie parce que vous avez au sein de l'Union européenne deux pays, la Pologne et la Lituanie, qui sont résolument hostiles à une vraie stratégie de relation avec la Russie. Donc il y a plus de divisions sur la Russie que sur la Chine au sein de l'Union européenne, ou peut-être il y avait, parce que avec la crise du Covid, il y a beaucoup de choses qui ont changé, non pas la situation géopolitique, mais la réaction qu'on peut avoir vis-à-vis de certains pays et qui fait souvent une part trop grande à l'émotion. Mais par exemple, la Chine, comment vous l'avez vu complètement se transformer lors de votre premier séjour? Vous arrivez pour votre premier poste en Chine, c'est à la mort de Mao ou à la fin de la vie de Mao? Quel regard vous portez sur l'évolution, je dirais, à la fois politique, sociétale et économique, ce qui est le plus connu de la Chine? On a des fois un peu le sentiment que les critiques à l'égard du système politique chinois sont plus vives aujourd'hui qu'elles ne l'étaient dans les 70, où vous aviez beaucoup d'admirateurs en France de Mao. Il y a eu beaucoup d'admirateurs de Mao, effectivement. Et d'ailleurs, on a préféré l'Union soviétique à la Russie également. Les relations étaient finalement plus dépassionnées avec un pays qui, pour le coup, était un véritable adversaire. C'est pareil en Chine, il y a eu cette espèce de romantisme au moment de la révolution culturelle. Et au fur et à mesure que la Chine devenait un pays puissant sur le plan économique et parfois concurrent, l'état d'esprit a changé. Pendant longtemps, on a souhaité que les populations sortent de la pauvreté, de l'extrême pauvreté. La Chine a fait sortir 800 millions de personnes de la pauvreté, et en ce sens-là, c'est un succès. Et il continue d'ailleurs, c'était une des priorités du gouvernement chinois, mais ça, je crois qu'aujourd'hui, ça ne nous intéresse plus du tout. Et ce qu'on voit, c'est plutôt les aspects autocratiques ou également la concurrence économique. Est-ce que vous diriez que les populations adhèrent au régime, d'ailleurs autant dans le cas de la Russie que de la Chine, parce que, alors on dit que les taux d'approbation de Poutine sont falsifiés, que ce n'est pas vrai, et que si les Chinois ne contestent pas les régimes, c'est uniquement parce qu'ils ont peur de la répression, mais est-ce qu'il n'y a pas dans l'un ou l'autre cas un réel attachement pour des motifs variés au régime et à leurs dirigeants? Alors, je crois que dans les deux cas, il y a une forme de fierté que la Russie ait réussi à ramener, Poutine ait réussi à ramener la Russie sur la scène internationale, bon, à faveur de la crise en Syrie en particulier, mais c'est un fait incontestable, à tel point que des ambassadeurs de pays arabes me disaient que Moscou était devenu la nouvelle Mecque
des pays du Moyen-Orient. Et la Chine, c'est pareil, c'est-à-dire la restauration de la grandeur de la Chine. Quand on pense que ça a été la première puissance mondiale, sauf pendant un siècle, qu'ils appellent le siècle de l'humiliation, je pense que c'est très important et ce facteur de nationalisme est important. Et par ailleurs, il y a eu des études qui ont été faites. Donc en Russie, il y a plusieurs instituts de sondage donc, qui ne sont pas nécessairement des instituts officiels. Donc effectivement, son taux a baissé. Il a dû baisser à 60%, je pense, ou 66%, je me souviens. Et c'est des chiffres qui vous paraissent réalistes? Oui, c'est des chiffres qui sont réalistes. Et puis en Chine, il y a eu un sondage qui est général, mondial, qui a été fait, je sais plus, par Pew Research ou Harvard, et qui disait que le taux d'approbation le plus important de la population par rapport à ses dirigeants, c'était en Chine. Un des plus bas, c'est en France d'ailleurs, mais on sait très bien que les Français sont toujours très critiques vis-à-vis de leurs dirigeants. Mais c'est un signal. Ce que me disaient certains intellectuels chinois, qui, bon, eux sont peut-être plus réservés, c'est que le peuple apprécie beaucoup Xi Jinping à cause de la lutte contre la corruption. Et effectivement, ils avaient souvent l'impression d'une inégalité. Et puis, souvent, ils se plaignaient de cadres locaux corrompus. Et donc, il y a une relative satisfaction. Bien sûr, pas de ceux qui s'opposent. Il y a des dissidents, il y a des gens qui aimeraient davantage de liberté, c'est évident. Mais de manière générale, il y a plutôt un taux de satisfaction qui est élevé. Vous pensez que, on avait dit pendant très longtemps que Internet, la mondialisation allait libéraliser la Chine. Là, on a un peu l'impression qu'il y a un certain durcissement de Xi Jinping. Comment vous percevez l'évolution de cette situation et le futur? Est-ce que le régime va s'ouvrir? Alors, à l'époque où j'étais ambassadeur en Chine, il y avait une très grande liberté sur Internet. C'était le Twitter était Weibo, il y avait des vrais débats. Il y avait des critiques du système, des dirigeants, il y avait beaucoup de plaisanteries également. Bon, tout ça est terminé, tous ces sites ont été mis au pas, Weibo marche, de fonctions résiduelles et personne n'ose la critique. Et même sur WeChat, qui est plutôt un système fermé, entre amis, là aussi, c'est surveillé. Il y a eu incontestablement un durcissement. Qui s'explique comment ? Par la peur de l'influence des idées occidentales et de l'obsession de la Chine, enfin des dirigeants chinois, je le disais tout à l'heure, c'est qu'arrive ce qui est arrivé avec la perestroïka et la glasnost en URSS, qui a été non seulement la fin du Parti communiste, mais également la fin du pays. Pour Xi Jinping, il n'y a pas de différence entre lui, le Parti communiste et la Chine. Mais donc, on ne peut pas s'attendre à une libéralisation. Il faut, le système ne vous paraît pas devoir changer. En tout cas, pas dans l'immédiat. Est-ce que les nouvelles générations peuvent... Voilà, c'est-à-dire que les nouvelles générations ont fait des études à l'étranger. Elles ont été confrontées un petit peu au débat. Cela dit, on dit très souvent que quand elles reviennent à cause des critiques contre la Chine, cela renforce leur nationalisme, mais néanmoins, ils ont sans doute des méthodes plus modernes et seront sans doute plus ouverts. Je pense que de toute façon, le régime en Chine n'est pas complètement figé, c'est-à-dire ils ne remettront pas en cause ce système pour le moment, bon, avec un parti unique qui dirige tout, y compris l'économie, et qui après tout ne fait pas si mal. Merci Sylvie Berman pour ce tour d'horizon. Merci.